En tant que passionné de true crime, évidemment, on a tous une histoire qui nous intéresse et qui nous plaît un peu plus que les autres. On a tous au moins une histoire qu'on connaît quasiment par cœur. Pour la mienne, c'est celle de Luca Rocco Magnotta. Du plus loin que je me souvienne, j'ai un lien particulier avec cette histoire vu qu'elle s'est déroulée à Montréal, la ville dans laquelle j'habite. On dirait que cette histoire me touche plus que les autres que je raconte sur la chaîne. Pas parce que je suis sans cœur, mais vu que ça se passe aux États-Unis, je vais juste me dire que c'est loin de chez moi, donc ça m'inquiète moins. Bref, on va pouvoir commencer tranquillement à rentrer dans l'histoire de Magnotta, en commençant par sa jeunesse. Eric Clinton Kirk Newman, né à Scarborough en Ontario, il a été élevé par sa mère puisque son père, alcoolique et absent. Très vite, le petit Eric, il est très perturbé, il est très timide et durant son adolescence, il va beaucoup se faire harceler à l'école. Plus tard, en rupture avec sa famille, il décide légalement de changer de nom, plus exactement au mois d'août 2006, pour se faire appeler Luca Rocco Magnotta. Il subit plusieurs chirurgies esthétiques sans jamais être réellement satisfait de son visage. À partir de 2003, Magnotta travaille occasionnellement en tant que mannequin, mais gagne surtout sa vie en étant escorte. Il se définit comme étant bisexuel et il est surtout présenté comme étant narcissique et tente un peu plus tard de s'essayer dans le cinéma pornographique, dont il prétend par la suite être une vedette au cours des années 2000. Il fait des apparitions dans des films pornographiques homosexuels à très petit budget, mais il n'a jamais réellement atteint une notoriété dans ce domaine. Et vous allez voir que cette notoriété qu'il cherche absolument va avoir des répercussions par la suite. C'est en 2004 qu'il va être arrêté et inculpé à plusieurs délits dont vol de matériel, escroquerie et agression sexuelle sur une femme. Sa défense plaide à l'époque de l'irresponsabilité en évoquant ses problèmes mentaux. Il est condamné à 9 mois de prison avec sursis et à 1 an mis à l'épreuve avec l'obligation de soins psychiatriques. À partir de 2005, il publie sur des forums, des blogs et divers sites internet, précisément 20 sites et 70 pages Facebook, des commentaires dans lesquels il parle de sa vie. Luca tente de se faire connaître par le biais de la télé-réalité en participant en 2007 à l'émission Cover Guy. Hi, my name is Luca. Magnotta is my last name, M-A-G-N-O-T-T-A. Sa candidature ne sera pas retenue et c'est au début des années 2000 donc qu'il cherche désespérément à être célèbre, en créant un engouement sur Internet autour de sa personne. Toujours en 2007, il accorde à un site gay un entretien dans lequel il se vante de ses performances sexuelles et dit viser une carrière d'escorte haut de gamme. Il crée également de nombreux profils sur les réseaux sociaux ainsi que des forums de sa gloire en tentant de se faire passer pour une célébrité et notamment pour une vedette de films pornographiques. Durant plusieurs années, il tente d'associer son nom à celui de la criminelle Karla Homolka. Toujours en 2007, cette année, il est très productif. Il se fait passer sur Internet pour le petit ami de Karla, puis appelle des médias pour se plaindre de ces rumeurs en assurant qu'elle lui nuit dans sa carrière de mannequin. Il réussit à se faire interviewer à ce sujet par le Toronto Sun. It's all because of this whole rumor of you dating Karla Homolka. The rumors destroyed my life, basically, and I've been receiving death threats. My address is posted, that's why I had to move. En 2010, il crée un site personnel où il multiplie les propos agressifs, voire même racistes. Et c'est également dans ces mêmes années-là qu'il a créé un site internet « Comment disparaître définitivement ». C'est clairement ça le nom du site, avec plusieurs étapes. Comment disparaître quand on est recherché par la police. Un membre de sa famille dira plus tard que Magnotta a longtemps eu l'habitude de se lancer des rumeurs à propos de lui-même, dans le but de se faire uniquement remarquer. Le journaliste qui l'avait interviewé a indiqué en 2012 qu'il l'avait trouvé inquiétant et avoir deviné qu'il s'agissait en fait d'une personne qui cherchait à tout prix la notoriété et il aurait cependant considéré que Magnotta était avant tout un danger pour lui-même. En 2011 et en 2012, l'article Wikipédia de Karla Homolka est modifié à plusieurs reprises, peut-être par Magnotta lui-même, ça j'ai pas de preuve.
pour tenter de se présenter comme étant son mari à elle. Et durant cette même année, 3 vidéos sont publiées sur Internet, des vidéos où on voit un homme qui torture des animaux. Et plus tard, on apprendra que c'était Magnota, l'auteur de ces 3 vidéos. Évidemment, je ne vais pas vous montrer ces images, vu l'atrocité, mais je peux par contre vous les décrire. La première vidéo, on voit un homme qui est en train de tuer des chatons en les étouffant avec un sac à aspirateur. La deuxième vidéo, il noie des chatons dans un bain. Et la troisième vidéo, et la dernière, on voit un homme qui donne de la nourriture à un python. Mais cette nourriture, c'est un chaton. Vous savez très bien ce qui va se passer. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Des activistes pour les droits des animaux, l'Animal Beta Project, qui propose d'offrir une récompense de 5 000 $ à celui ou celle qui arrive à trouver l'auteur de ces 3 vidéos pour ensuite le faire juger. Selon le bureau de Scotland, la vidéo du python aurait été prise par Magnota lorsqu'il était à Londres en 2011. Par la suite, un autre site apparaît sur Internet, un autre blog, dans lequel un homme qui est Magnota, mais ça on ne le sait pas, fait une annonce assez inquiétante. Il dit, après s'en être pris à des animaux, qu'il voudrait maintenant s'en prendre à un être humain. Alors Magnota fait une annonce sur un forum homosexuel et il indique qu'il est à la recherche d'un homme pour une relation sexuelle, consentante évidemment, dans laquelle tous les deux vont être filmés. Une personne répond à cette annonce, un certain Junlin. Il dit être intéressé par l'annonce uniquement pour avoir un rapport sexuel et que la caméra ne lui dérange pas. Moins de 3 mois avant le meurtre, Magnota est l'objet d'un article de blog probablement rédigé par lui-même qui le présente comme un tueur en série nécrophile. Junlin est né le 30 décembre 1978 et il s'est installé en juillet 2011 à Montréal. Alors pourquoi le Canada? Puisque c'est un homme qui vient de la Chine. Il a décidé de venir étudier premièrement à Montréal puisque les universités sont réputées et surtout que Junlin est homosexuel. Junlin a voulu venir au Canada pour les études, mais surtout puisque le Canada est ouvert d'esprit concernant l'homosexualité, pour des études d'ingénieur en sciences informatiques à l'université Concordia. Il finançait donc son cursus universitaire en travaillant dans un petit dépanneur, une petite épicerie du quartier. Junlin avait également caché son homosexualité à sa famille. Et en mai 2012, donc, il s'est séparé depuis peu avec son copain, qui avait vécu un peu de temps ensemble à Montréal. Les policiers ont pu mettre la main sur les vidéos de caméras de surveillance de l'immeuble 5720 boulevard des Caries dans laquelle vivait Magnota. Ici, on s'y rendait. Le 25 mai 2012, une vidéo est publiée sur Internet. On y voit d'abord les images d'un homme ligoté et non identifié pour le moment. Plus tard, le meilleur ami de Junlin identifie son meilleur ami. Selon les sources que j'ai trouvées sur Internet, ça dit que la mise à mort de Junlin n'a pas été filmée. Le cadavre, malheureusement, de la victime est mutilé, démembré et violé. La vidéo a comme fond sonore la chanson du film American Psycho. Retenez bien ça, ça va être super important pour la conclusion de la vidéo. Dès le 27 mai, sous différents pseudonymes, Magnota a publié sur des forums internet des commentaires annonçant la publication dans le deep web d'un snuff movie et il lui donne lui-même le titre One Lunatic, One I Speak. Un fou et un pic à glace. Le 9 mai 2012, un colis postal contenant un pied humain est reçu au siège Parti conservateur du Canada qui est situé à Ottawa. Le colis taché de sang est ouvert par la directrice des opérations politiques du parti et elle appelle immédiatement Stephen Harper, qui est le premier ministre du Canada à l'époque. Plus tard dans la journée, la police d'Ottawa découvre un autre colis suspect dans un centre de traitement de Post Canada. Le colis contient une main humaine destinée au Parti libéral. Et tous les colis vont être envoyés par Post Canada et vont être envoyés dans ce Jean Coutu, qui est comme une espèce de pharmacie que j'ai eu la chance de filmer. Au même moment, la police de Montréal est appelée dans le secteur Côte-des-Neiges, où je me trouve présentement, par un concierge qui découvre corps humain dans une valise avec un cadenas, avec plusieurs sacs de déchets noirs,
situé derrière l'immeuble. Les enquêteurs vont évidemment fouiller et parmi les choses atroces dans les sacs, ils vont faire la découverte d'un permis de conduire appartenant à Luca Rocco Magnotta. Dans la nuit, la police de Montréal, le SPVM, la police d'Ottawa et la Gendarmerie royale du Canada établissent que tous les membres retrouvés appartiennent au même individu. Ils finissent alors par obtenir un mandat pour fouiller l'appartement 208. On y découvre la scène de crime et apprennent qu'une vidéo circule sur Internet pourrait correspondre au meurtre. Ils font appel à l'expertise du FBI pour tracer la vidéo du crime mise en ligne. Le vendredi 25 mai 2012, le SPVM identifie rapidement le suspect comme étant Luca Rocco Magnotta et lance un mandat d'arrêt pan-canadien, qui est donc un mandat pour tout le Canada. C'est alors une chasse à l'homme qui va commencer. La police qui n'a pas encore retrouvé tous les membres du corps humain pour identifier la victime. Le 1er juin, selon la presse, une note accompagne le colis livré au Parti conservateur, indiquant que d'autres morceaux de corps avaient été envoyés par la poste et que l'auteur avait l'intention de tuer à nouveau. Le 5 juin 2012, l'école St. George School reçoit un colis contenant un pied humain. Et le conseil scolaire de Vancouver reçoit un colis contenant une main humaine. Le lendemain, donc le 6 juin 2012, la police de Montréal découvre que Magnotta a séjourné durant une période indéterminée à Vancouver et qu'il a loué un appartement sous l'un de ses surnoms. Et peu de temps après, la tête de la victime est retrouvée dans le parc Angrignon à Montréal, qui était donc le 4 juillet 2012. Du 26 mai au 27 mai 2012, Magnotta se trouve à bord d'un vol Air Transat vers Paris et d'après les témoignages, après avoir dormi, il apparaissait comme étant nerveux, agité et fébrile et à son arrivée à Paris, si on peut le décrire physiquement, il a les cheveux bruns, mi-longs et une allure d'un adolescent. Il porte un pantalon vert kaki et un t-shirt sur lequel il y a un dessin de Mickey Mouse. Tout ça sous les yeux d'une caméra de surveillance à sa sortie à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. Il prend un taxi et par la suite, il est hébergé en début de semaine à Clichy-la-Garenne chez un homme qu'il a rencontré sur un site de rencontre. Puis, il choisit un hôtel discret situé avenue Galigny à Bagnolet. Il paraît calme. Il s'adresse au patron en anglais et il réserve même une chambre qui paye comptant pour 8 nuits d'avance, en présentant un faux passeport au nom de Kurt Trammell, nom de famille inspiré de Catherine Trammell, qui est un personnage du film Basic Instinct, qui est donc un de ses films préférés. 4 jours après la fuite de Magnotta, le 31 mai 2012, la police, via Interpol, émet une notice rouge d'arrêt international. La presse canadienne diffuse à la télévision la nouvelle de son départ pour la France, et la police française est immédiatement contactée par le SPVM et décide alors d'effectuer des recherches ciblées dans des hôtels de Paris. Et la police établit avec certitude la présence de Magnotta à Paris et qu'il faut l'arrêter le plus rapidement possible puisqu'on ne sait pas s'il va recommencer. Sauf qu'en réalité, Magnotta avait déjà quitté Paris, il avait déjà quitté le territoire français. En réalité, son portable émettait encore des ondes, sauf que son portable avait été abandonné dans un métro parisien. Ce qui laissait croire qu'il était encore dans la capitale, sauf que malheureusement, la police va apprendre que Magnotta, grâce au témoignage de chauffeur de taxi qui a reconnu dans la presse la photo de Magnotta, Lucas a pris un billet d'autobus à l'agence de la compagnie d'autocars Rolling, qui est en direction de Berlin. La police française retrouve des affaires, des revues pornographiques et des sacs vomitoires de l'avion qu'il avait pris. Et c'est là, justement, qu'on retrouve son chandail Mickey Mouse qu'il portait quand il a quitté Montréal. Et également, il voyage sous une nouvelle identité, sous un pseudonyme, Kurt Trammell, et grâce à son faux passeport, il arrive donc à la gare routière à Berlin le 1er juin. Un nouveau mandat d'arrêt international est émis contre lui et il a été lancé le 4 juin 2012. Peu de temps avant midi, Magnotta se rend dans un cybercafé dans un quartier populaire de Berlin, au sud de la ville. Le gérant du cybercafé l'installe au numéro 2556 et son visage lui semble familier. Le gérant, pendant ce temps, avertit les autorités. Une première fois, puis une seconde fois, et c'est la troisième fois qu'il aperçoit au loin un auto de police avec des stagiaires à l'intérieur. Il leur fait signe, les policiers rentrent dans le cybercafé et Luca Rocco Magnotta est enfin arrêté. Il donne dans un premier temps une fausse identité, puis se résigne en disant « You got me, vous m'avez eu ».
Et au lendemain de son arrestation, il est présenté à un juge qui lui confirme son arrestation et le parquet de Berlin indique que Magnotta ne s'opposera pas à son extradition vers le Canada. Magnotta est transféré le 5 juin 2012 dans une prison principale de Berlin et le Canada doit déposer le plus rapidement possible auprès du parquet de Berlin une demande officielle d'extradition accompagnée de documents étayant les éléments de preuve à l'appui. Et le tribunal régional supérieur de Berlin est chargé d'examiner si une extradition est conforme au droit. Puis s'il répond par la firme, le parquet de Berlin doit ensuite demander cette extradition au gouvernement allemand, qui examine ensuite si le pays vers lequel le suspect est extradé ne risque pas d'appliquer de condamnation violant les droits de l'homme. Le 14 juillet 2012, la Cour juge les preuves contre Luca Rocco Magnotta sont assez concluantes pour qu'il soit maintenu en prison avant son extradition. Il fait donc l'objet de 5 chefs d'accusation: meurtre au premier degré, outrage à cadavre, publication de choses obscènes, envoi par la poste de choses obscènes et harcèlement criminel à l'encontre, entre autres, de Stephen Harper. Magnotta décide de plaider non coupable et le procureur demande donc à la cour qu'il soit transféré dans une autre unité en attendant son extradition. Le 18 juillet, le ministre canadien de la Justice confirme les informations de CBC, indiquant que Magnotta quitte l'Allemagne pour Montréal, sous l'escorte du SPVM. Il quitte Berlin vers 11h à bord d'un avion CC-150 Polaris de l'Aviation royale du Canada, puisqu'aucune compagnie aérienne ne veut s'associer à Magnotta, et avec raison, sous escorte de la police de Montréal et de la GRC évidemment, et de l'Agence des services frontaliers du Canada. L'avion donc atterrit à Montréal à l'aéroport de Mirabel peu de temps après 19h. Une enquête de la presse canadienne réalisée en 2012 comme la personnalité ayant le plus marqué les médias canadiens durant l'année. En écrivant cette vidéo, j'ai fait évidemment beaucoup de recherches. Je connaissais déjà cette histoire, mais je voulais encore plus me renseigner et j'ai découvert que en 2014, il y a un documentaire intitulé Luca Magnotta, sexe, gloire et meurtre. Et au mois d'août 2014, le documentaire a été interdit par la justice canadienne afin d'éviter toute interférence avec les procédures en cours. À l'issue de 11 jours d'audience préliminaire, qui commence donc le 13 mars 2013, dans le but d'évaluer les preuves en charge et de la préméditation de Luca Rocco Magnotta. Le procès débute donc le 29 septembre 2014 à Montréal, en présence du père de la victime qui a quitté la Chine afin de pouvoir assister aux audiences au Canada. Et le premier jour, Magnotta reconnaît avoir tué Junlin, mais plaide non coupable en raison de son état de santé mentale au moment des faits. Au moment des faits, sa défense vise à le faire reconnaître comme étant pénalement irresponsable en raison de la schizophrénie dont il souffre. Et le 23 décembre 2014, après 8 jours de délibération, Luca Rocco Magnotta est reconnu coupable du meurtre avec préméditation et toutes les autres chefs d'accusation qui pèsent contre lui. Il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Les dernières officielles nouvelles qu'on a de lui, c'est qu'en 2017, il est en prison avec un homme, un autre co-détenu. Et tout récemment, au moment que je tourne cette vidéo, en 2024, il a refait parler de lui dans les médias puisqu'il se considère trans et qu'il se fait maintenant appeler en prison Violette. Et également, Magnotta était jusqu'à présent dans une prison à sécurité maximale et tout récemment, en 2022, il a été transféré dans une prison à sécurité moyenne. Je vous avais dit un peu plus tôt de retenir le nom de American Psycho et de Basic Instinct et surtout que Magnotta était quelqu'un qui voulait absolument la notoriété. Vous l'avez vu à travers la vidéo, tout ce qu'il a fait, c'était uniquement pour la gloire, la notoriété. Il a reproduit image par image le film Basic Instinct. Le fait que la femme dans le film tue son mari en le ligotant au lit et le tue avec un pic à glace. Magnotta a fait la même chose. Il a ligoté Junlin sur le lit et il n'avait pas avec lui de pic à glace. Il a pris un tournevis qui a peinturé le bout en gris pour qu'il ressemble à un pic à glace. Et il a tué comme ça Junlin. Il y a plein de points qui se ressemblent entre Basic Instinct et le meurtre de Magnotta.
Beaucoup de gens pensent que Magnotta a fait tout ça pour créer son propre film. You start watching, and what do you see? You see a female straddling a naked body on a bed. Catherine Trammell is on top of her boyfriend, straddling him. He's got his arms tied to the bedpost, and above him Is a stained glass window. It's center frame. and I remember thinking, holy shit, that looks exactly like the murder video. Luca straddles this man on the bed. He's got his arms tied with white cord, and above him, The Casablanca poster, center frame, just like the stained glass window. And then, just like Luca, Catherine Trammell kills her lover with an ice pick. Luca's making an homage to Basic Instinct. His old keychain, Basic Instinct movie poster. He liked Basic Instinct, loved all kinds of films. Bref, c'est ici que cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai voulu essayer de faire un truc vraiment différent. Vous avez vu, j'ai filmé sur les lieux. Toutes les images que vous avez vues de l'extérieur, j'ai tout été filmé moi-même. Donc voilà, j'avais envie de faire un truc vraiment plus différent. C'est la vidéo que je suis le plus fier sur la chaîne. Et j'espère que ça s'est ressenti. C'est une histoire qui me fascine depuis plusieurs années, comme j'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo. Et en me rendant sur les lieux, le bâtiment est vraiment imposant. Quand vous savez ce qui s'est passé dans ce bâtiment, le bâtiment est lourd. L'ambiance est pesante. C'est une ambiance et c'est surtout un ressentiment particulier de voir ce bâtiment. N'oubliez pas de vous abonner si cette vidéo vous a plu. Ça encourage énormément la chaîne. Et puis, on va se retrouver bientôt pour une prochaine vidéo. Alors, prenez soin de vous. À bientôt.